Imaginons la scène 2 secondes. C'est le matin, on s'assoit au bureau, on ouvre l'ordinateur et la voilà, la fameuse pile, Ah oui, la montagne de courriels non lus. c'est ça. Les emails, la liste interminable des projets en retard, les articles qu'on s'est juré de lire la semaine dernière, bref, tout est là. Et le premier réflexe, en général, c'est presque toujours d'essayer d'aller plus vite. Ouais, de trouver la petite astuce d'optimisation. Exactement, de compresser chaque minute pour espérer enfin rattraper le retard. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, en parcourant les notes de notre exploration d'aujourd'hui, il y a une vérité purement mathématique et, franchement, assez brutale qui s'impose tout de suite. Cette pile ne disparaîtra jamais. Jamais, le concept même de se rattraper en de ces jours, c'est une impossibilité absolue. La vague de tâches, elle va continuer de déferler, peu importe la vitesse à laquelle on nage. Et en fait, cette prise de conscience, c'est très souvent un moment de rupture pour beaucoup de gens. Parce que dès l'instant où l'on analyse un peu l'histoire de notre productivité, on se rend compte que la technologie nous a permis d'aller beaucoup plus vite, oui, mais elle a surtout multiplié le volume des tâches de façon exponentielle. Ouais, c'est sans fin. C'est totalement insoluble par la simple vitesse. C'est pour ça que les documents qu'on examine aujourd'hui, pour poursuivre notre série sur la productivité extrême, ils frappent fort d'entrée de jeu. L'échec de notre organisation personnelle, il survient pas à 17 heures quand on constate ce qui n'a pas été fait. D'accord, donc ça arrive quand? Ça se produit à la minute même où l'on s'assoit à ce bureau avec cette illusion qu'en courant plus vite, on va finir par gagner la course. Ce qui amène du coup à une vraie remise en question. Parce que, je veux dire, si la bataille pour tout accomplir est perdue d'avance, c'est pas profondément déprimant? On pourrait le croire, ouais. Ben oui, parce que l'esprit humain, il cherche naturellement l'achèvement, la conclusion. Si on est condamné à être perpétuellement submergé par ce flot de trucs à faire, pourquoi même essayer de s'organiser? On pourrait juste baisser les bras et subir la journée. C'est tout le paradoxe de cette prise de conscience, en fait. Le constat, il a l'air super sombre au début, mais si on renverse la perspective, c'est une libération psychologique majeure. Une libération. Ah oui, totalement. Accepter que le temps est fini et que les tâches sont infinies, ça force un changement de paradigme. Puisqu'on ne peut pas tout faire, la réussite, c'est plus d'essayer de faire plus, c'est de faire différemment. Donc on arrête la course à la quantité. Exactement. La valeur d'un professionnel, elle se mesure plus du tout à sa capacité à vider sa boîte de réception, mais plutôt à sa capacité à identifier et à exécuter les quelques actions qui ont un impact énorme. C'est le moment de laisser tomber le reste, délibérément. Et c'est là qu'intervient la fameuse métaphore fondatrice de nos sources, le concept d'avaler le crapaud. L'image, elle n'est pas très ragoûtante, on va pas se mentir, hein, mais elle marque l'esprit d'une façon indélébile. C'est le but. L'objectif, c'est vraiment de créer un choc cognitif. Le crapaud, en fait, c'est la tâche la plus complexe, la plus ardue et surtout la plus cruciale de la journée. Celle qu'on a le plus envie que repousser à 17 heures, quoi. Voilà, exactement, mais dont l'accomplissement va générer le plus grand bénéfice. Et la mécanique mentale derrière, elle est redoutable. Si on attaque ce crapaud en tout premier lieu, avant la moindre distraction, on s'assure une victoire majeure dès le matin. Et du coup, le reste de la journée devient psychologiquement beaucoup plus léger. C'est ça, parce que le pire est déjà passé. Ouais, je comprends. Donc, une fois qu'on a intégré cette réalité et qu'on est prêt à chasser ce crapaud, il y a un autre problème qui surgit. Parce qu'on ne peut pas juste foncer tête baissée, n'est-ce pas? Les notes soulignent bien qu'il y a une étape préliminaire absolue avant l'action. Tout à fait. Il y a cet ennemi invisible qui bloque l'exécution et, contrairement à ce qu'on entend partout, c'est pas la paresse. C'est un mythe tenace, cette idée de la paresse. Les recherches comportementales qu'on trouve dans nos sources démontrent que c'est pas par manque de volonté qu'on remet les choses à plus tard. En réalité, on procrastine à cause de l'ambiguïté. L'ambiguïté, c'est-à-dire? Le flou, la confusion, l'incertitude sur ce qui doit être fait très exactement. C'est ça le véritable agent paralysant. Quand le cerveau fait face à une directive qui est un peu vague, il bloque, tout simplement. Mais c'est fascinant parce que ça explique tellement de comportements qu'on a tous les jours. Par exemple, si mon objectif pour la matinée, c'est avancer sur le gros projet stratégique. C'est tellement vaste et mal défini que le cerveau le perçoit littéralement comme une menace énergétique. C'est exactement le terme, une menace énergétique. Et donc, face à cette montagne cachée dans le brouillard, l'esprit choisit la voie de la moindre résistance. Trier des courriers, réorganiser un dossier de l'ordinateur, Changer la police de caractère sur un document, mais tellement. Parce que la récompense en dopamine est immédiate et la tâche est claire. On se donne l'illusion d'être super productif tout en évitant le vrai travail. Moi, ça me fait penser à un GPS. C'est comme si on allumait son GPS et qu'on lui disait juste « emmène-moi quelque part de bien ». il va pas aller loin. Bah non,
Le système ne peut pas calculer d'itinéraire sur une adresse extrêmement précise. Et cette analogie du GPS, elle illustre parfaitement le mécanisme neurologique. Notre cerveau, c'est une machine d'optimisation d'énergie. Donc le flou, ça demande une dépense d'énergie cognitive massive juste pour comprendre ce qu'il faut faire. Avant même de commencer à le faire en plus. Exactement. C'est pour ça que Napoléon Hill, qui est un auteur classique vachement mis en avant dans notre documentation d'aujourd'hui, il affirme que la qualité de base pour réussir, c'est une vision précise du but. Sans une connaissance aiguë de ce qu'on veut, on flotte au gré des urgences des autres. Alors la grande question, comment on dissipe ce brouillard ? Comment on donne cette adresse exacte à notre GPS mental? Le document nous propose carrément une mécanique de cristallisation de la pensée en plusieurs étapes. Oui, 7 étapes infaillibles pour vaincre ce flou. Et la toute première, c'est de décider exactement ce que l'on veut. Ce qui demande souvent d'ailleurs d'aller clarifier les attentes avec son entourage professionnel, juste pour savoir ce qui définit réellement le succès. Mais bon, c'est surtout le point suivant de cette méthode qui soulève un vrai débat pour moi. L'étape numéro 2. Ouais, il y a cette insistance presque obsessionnelle sur le fait de transcrire cet objectif sur papier. C'est vrai, la transcription physique, c'est présenté comme non négociable. L'idée, c'est qu'un objectif qui reste dans la tête, ça n'a aucune substance. C'est juste un souhait éthéré, une pensée qui tourne en boucle sans générer la moindre traction. Et c'est là que je veux vraiment pousser la réflexion, parce que imaginons quelqu'un doté d'une excellente mémoire, avec une vision très claire de ses projets. Si je sais viscéralement ce que je dois accomplir, pourquoi le simple acte moteur de tracer des lettres sur du papier avec un stylo, ce serait si magique? C'est une objection super rationnelle. N'est-ce pas une perte de temps pour un esprit qui est déjà bien structuré? Alors, ça pourrait paraître inutile, mais cette objection ignore un peu l'architecture même de notre cognition. L'acte d'écrire dans nos sources, c'est pas juste un aide-mémoire, c'est un processus psychomoteur de cristallisation. D'accord, mais concrètement? Concrètement, la neurologie parle du système réticulé activateur. En écrivant, on force le cerveau à filtrer la masse d'informations parasites pour ne garder que l'essence absolue de l'objectif. Traduire une pensée abstraite en un truc tangible dans le monde physique, ça libère des ressources mentales immenses. Ah, c'est une question de charge cognitive en fait. Si on fait un parallèle avec l'informatique, garder un objectif complexe avec toutes ses sous-étapes et ses enjeux purement dans l'esprit, c'est comme avoir 100 onglets ouverts en arrière-plan sur son navigateur Internet. C'est exactement ça. Ça consomme toute la mémoire vive. La fameuse RAM. Du coup, l'ordinateur ralentit, il surchauffe et la batterie fond. Le simple fait d'écrire cet objectif sur du papier, ça agit comme une sauvegarde sur le disque dur. On vide la RAM pour allouer toute la puissance de calcul du cerveau à la résolution du problème. L'image est scientifiquement super valide. Et en psychologie, on connaît d'ailleurs très bien ce phénomène sous le nom d'effet Zeigarnik. L'effet de Zeigarnik. Ouais. C'est le principe qui dit que les tâches inachevées ou non structurées créent une tension mentale constante, un stress de fond. Le papier vient absorber cette tension. C'est fascinant. Et pour que cette cristallisation soit vraiment complète, on a l'étape 3, ajouter un catalyseur indispensable, l'échéance. Ah oui, la fameuse date limite. Parce qu'un objectif écrit, mais sans échéance, ça reste inoffensif. Sans la pression d'une fin programmée, il n'y a aucune urgence biologique. Ce qui invite naturellement à rationaliser du genre oh c'est bon, j'ai tout mon temps, je le ferai demain. Et paf, la paralysie s'installe à nouveau. L'échéance agit vraiment comme une alarme. Et petite nuance, des sources prenons. Si le projet est particulièrement énorme, il faut le fragmenter avec des sous-échéances. Parce qu'une date lointaine, genre dans 6 mois, ça crée aucune urgence pour ce matin. Très bien, alors suivons cette logique. On a dissipé le flou. L'objectif est sorti de l'esprit, il est cristallisé sur le papier et il a une échéance ferme. L'adresse est dans le GPS. C'est ça. Mais le cerveau, il panique encore parce qu'il ne connaît pas la route. Et c'est là que les sources nous font passer de la réflexion à la cartographie. C'est l'étape 4. On nous demande de déverser sur le papier, sous forme de liste, absolument tout ce qui nous passe par la tête pour atteindre ce but. Chaque coup de fil, chaque lecture, tout. Ce déversement exhaustif, il est crucial pour combattre l'écrasement qu'on ressent face à l'ampleur de la tâche. Face à un crapaud gigantesque, on se sent tout petit. En listant chaque micro-action requise, sans aucun filtre, on décompose le monstre en petites unités gérables. Et c'est là que j'interviens. Une liste brute, c'est le chaos absolu. Si on reprend l'analogie de la construction d'une maison, l'objectif écrit, c'est l'esquisse de l'architecte. La liste dont on vient de parler, c'est quand tous les camions arrivent sur le chantier et déversent les matériaux en vrac. C'est totalement chaotique, ouais. Voilà. Les briques, les tuyaux, le ciment, tout est empilé au milieu du terrain.
C'est indispensable, certes, mais en l'état, on ne veut pas y habiter. Il faut structurer ce chaos. D'où la nécessité absolue de l'étape 5, transformer cet inventaire en un plan organisé. Et organiser, ça veut dire de façon séquentielle et par priorité. Qu'est-ce qui doit être fait en premier? Qu'est-ce qui est bloqué tant qu'une autre tâche n'est pas finie? Et nos notes insistent fortement sur le côté visuel de ce plan, n'est-ce pas? Très fortement. Utiliser des boîtes, des cercles, faire des flèches entre les éléments. En créant cette séquence visuelle, on trace la route. Le cerveau n'a plus jamais à se demander par quoi je commence là? Parce que la décision, elle a déjà été prise. On évite de couler le toit avant d'avoir posé les fondations. Et c'est ici qu'on aborde le point de friction maximal, le mur contre lequel la majorité des gens s'écrasent. L'exécution. Exactement. On a le plan parfait. On a les flèches, les couleurs, les échéances. Et pourtant, il ne se passe rien. Les sources mettent en lumière un passage que je trouve personnellement brillant, un vrai coup de boutoir contre un mal très actuel. Je cite, « L'idée centrale est un plan moyen qu'on exécute visement vaut infiniment mieux qu'un plan génial qui reste dans les cartons. » Ah mais cette observation, elle tape en plein cœur du problème du perfectionnisme. Dans le monde professionnel d'aujourd'hui, le perfectionnisme, c'est juste une forme sophistiquée, élégante et super acceptable de procrastination. C'est clair, on se donne l'illusion du travail. Voilà, élaborer des plans parfaits, modifier des cellules sur Excel, réorganiser son calendrier en couleurs. On se sent hyper productif, mais c'est une zone de confort totale. Tant qu'on planifie, on confronte pas son idée à la réalité, on risque pas d'échouer. Quelque chose, même la tâche la plus dérisoire de la liste, mais se mettre en mouvement. C'est le passage critique de l'état statique à la dynamique. Parce que le premier pas est toujours le plus coûteux en énergie. Surmonter l'inertie de départ, ça demande un effort volontaire intense. Mais dès que le premier élément de la liste est coché, bim, il y a un mécanisme chimique qui s'enclenche, la libération de dopamine. La fameuse sensation d'accomplissement. Exactement. Et cette petite récompense neurologique, elle réduit considérablement la friction pour attaquer la tâche suivante. Ce qui donne tout son sens à l'étape 7, la règle d'or pour vaincre la paralysie sur le long terme, la régularité implacable. Les textes nous parlent de s'engager à faire chaque jour, sans exception, au moins une action qui nous rapproche de l'objectif. Et ce qui fascine, c'est pas la taille de l'action. Ça peut être un appel de 5 minutes. C'est l'effet cumulatif. C'est littéralement l'application des lois de la physique à la psychologie. Le fameux momentum, l'élan. La première loi de Newton nous dit qu'un objet au repos tend à rester au repos et qu'un objet en mouvement tend à rester en mouvement. Donc, démarrer la locomotive, ça demande un effort titanesque. Voilà. Mais une fois qu'elle roule à pleine vitesse, cette locomotive, elle peut pulvériser un mur de béton. L'action quotidienne, même microscopique, elle maintient les roues en mouvement. En forçant l'action tous les jours, on empêche l'inertie de s'installer pendant l'année. Le mouvement s'auto-alimente. Rien que le fait de savoir qu'on a avancé hier, ça rend l'effort d'aujourd'hui beaucoup plus facile émotionnellement. On crée une boucle de rétroaction positive qui vient écraser la tentation de repousser à demain. Absolument. Et si on prend un peu de recul et qu'on synthétise toute cette exploration, il y a une image très différente de la productivité traditionnelle qui émerge en fait. On réalise que l'effort brut, le fait de transpirer sur une tâche, ça intervient super tard dans la chaîne du succès. Et c'est ça la conclusion pratique majeure. Face à la surcharge de travail, le réflexe culturel qu'on a tous, c'est de crier « il faut travailler plus dur ». Sauf que courir plus vite dans le brouillant, ça produit rien d'autre que le burn-out. C'est certain. La véritable efficacité, celle qui donne des résultats massifs, elle commence toujours dans le silence. Elle débute par la réflexion posée, avec juste une feuille de papier et un stylo, pour séparer l'essentiel du trivial. Penser sur papier. C'est quand même fou de se dire que dans une époque saturée par le numérique, les notifications qui clignotent partout, l'intelligence artificielle, c'est paradoxalement la technologie la plus ancienne, l'encre sur le papier, qui reste l'arme la plus puissante pour dompter le chaos mental. Parce que le papier, ça oblige le cerveau à ralentir, à la vitesse de l'écriture manuscrite. Ça donne le temps à la réflexion stratégique de se former avant de se noyer dans l'urgence tactique. C'est vraiment la fondation absolue. Sans ce socle, toutes les autres techniques de gestion du temps, c'est juste des pansements sur une jambe de bois. Alors, qu'est-ce que tout ce met signifie pour la suite de cette exploration globale? Parce que là, la mécanique de définition de l'objectif est claire. Du choix du crapaud à la cristallisation sur papier, jusqu'à la création du plan pour générer l'élan, la fondation mentale est bel et bien coulée. Elle est solide, oui.
Donc l'étape suivante, inévitable dans notre parcours, ça va être de transposer ces grands principes dans l'arène de notre quotidien. Comment agencer ces blocs heure par heure, comment orchestrer notre environnement avant même que le soleil se lève, pour garantir que l'action soit inévitable. Ouais, cette transition de la stratégie à la tactique pure, ce sera vraiment la clé de voûte pour verrouiller tout le système. On gardera ça pour le prochain segment de notre analyse, mais cela nous laisse une réflexion assez fascinante en suspens pour conclure aujourd'hui, une pensée qui émerge directement de tout ce qu'on vient d'explorer. Si on admet qu'un objectif non écrit n'est qu'une illusion, une boucle ouverte dans notre mémoire vive qui draine silencieusement notre énergie. Ce qui est prouvé, on l'a vu. Exactement. Alors quel est ce grand souhait latent, cette ambition professionnelle audacieuse ou ce projet personnel qui stagne actuellement dans un coin de l'esprit de ceux qui nous écoutent? Ce projet qui génère un bruit de fond anxiogène, tout simplement parce qu'il n'a pas encore affronté la redoutable mais infiniment libératrice épreuve du papier et du stylo.